3 heures du matin. Antoine Dubois s'éveilla en sursaut, hurlant un nom qu'il ne connaissait pas. Isabelle. La sueur trempait les draps de soie à 600 €. Son cœur battait à tout rompre, comme s'il venait de courir un marathon. Et dans son esprit, une image qu'il ne pouvait expliquer. Une femme tombant d'une tour de pierre, sa robe blanche maculée de sang, et ce cri, qui résonnait encore dans ses oreilles, dans la chambre de bonne, 2 étages plus bas. Léa Moreau se réveilla également à cet instant précis. Elle murmura un nom qu'elle n'avait jamais entendu auparavant. Rachid, son fils de 4 ans, Théo, dormait à ses côtés, dans le lit étroit. Elle resta les yeux fixés au plafond, tremblant, sans comprendre pourquoi elle ressentait qu'elle avait perdu quelque chose. Quelqu'un, il y a très, très longtemps. Ni l'un ni l'autre ne savaient que leurs âmes venaient de se reconnaître. Après 1000 ans, si jamais vous avez haï quelqu'un sans savoir pourquoi, cette histoire va changer à jamais votre vision de la haine. Antoine Dubois était l'un des hommes les plus riches de Lyon. Son empire immobilier valait 2,3 milliards d'euros. Il avait 42 ans. Un loft en terrasse occupant tout le 47e étage de l'immeuble le plus cher de la ville. Et une réputation d'être absolument impitoyable dans les affaires. Il avait aussi quelque chose que personne ne pouvait expliquer. Une haine viscérale, irrationnelle, incontrôlable envers sa femme de ménage. Léa Moreau avait été embauchée 6 mois plus tôt par l'agence la plus exclusive de la ville. Elle avait des références impeccables. 8 ans d'expérience au service de famille de l'élite. Jamais un problème, jamais une plainte, jamais un objet déplacé. Et pourtant, dès le premier jour où il l'avait vue, Antoine avait ressenti quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti pour personne. Il la haïssait. Il ne pouvait expliquer pourquoi. Il n'y avait aucune raison logique. Elle faisait son travail parfaitement. Elle était silencieuse, efficace, invisible, comme une bonne employée de maison était censée l'être. Mais chaque fois qu'il la voyait, quelque chose se tordait en lui, une rage aveugle, qui montait de son estomac jusqu'à sa gorge, une envie de lui hurler dessus, de la virer, de ne plus jamais revoir son visage, et le plus perturbant de tout. Il rêvait d'elle toutes les nuits. Ce n'étaient pas des rêves normaux. Ils étaient vifs, cinématographiques, remplis de détails qu'il n'aurait jamais pu inventer. Des châteaux de pierre, des torches, des armures. Et toujours, elle, dans ses rêves, il l'aimait, avec une intensité à couper le souffle au réveil. Il la serrait dans ses bras, l'embrassait, lui jurait qu'il ne la quitterait jamais. Et elle pleurait, lui disait que c'était impossible, que leur monde était trop différent, qu'ils allaient les tuer. Et puis, la mort. Parfois, c'était lui qui était exécuté. Parfois, elle tombait d'une tour. Parfois, ils mouraient tous les deux ensemble, transpercés par des épées, leurs mains entrelacées même dans la faim. Antoine s'était réveillé de ses rêves plus de 100 fois en 6 mois. Et chaque matin, quand il voyait Léa servir le petit déjeuner, il ressentait la même haine inexplicable. Elle ne le regardait plus dans les yeux. Elle avait appris à ne pas le faire. Les premières semaines, Léa avait essayé d'être aimable. Elle souriait quand elle le voyait, lui demandait s'il avait besoin de quelque chose, proposait de préparer son café comme il l'aimait. Chaque tentative était reçue avec une froideur glaciale. « Ne me parle pas si je ne te pose pas de questions. Limite ta présence au strict nécessaire. Si je pouvais, je te virerais aujourd'hui. » Elle supportait ça parce qu'elle avait besoin de cet emploi. Théo avait des problèmes de santé. Les traitements étaient chers. Et le salaire qu'Antoine payait était le triple du prix du marché. Alors elle baissait les yeux, gardait le silence, et apprenait à être invisible. Mais il y avait quelque chose qu'elle ne pouvait pas expliquer non plus. Malgré la haine qu'il lui montrait, Léa ressentait quelque chose de complètement différent. De l'attirance. Pas l'attirance normale qu'une femme peut ressentir pour un homme beau et riche. C'était quelque chose de plus profond, de plus ancien. Comme si son corps se souvenait de quelque chose que son esprit avait oublié. Chaque fois qu'elle passait près de lui, sa peau se hérissait. Quand accidentellement leurs mains se frôlaient en lui tendant quelque chose, elle ressentait une décharge électrique qui la laissait tremblante. Et la nuit, elle rêvait aussi d'un homme qui ressemblait à Antoine, mais vêtu différemment, avec une barbe,
avec des yeux remplis d'amour au lieu de haine, et toujours, lui disant les mêmes mots avant de mourir. Je te retrouverai dans chaque vie, même si tu me hais d'abord. Mon âme te reconnaîtra. Léa se réveillait de ses rêves en pleurant, sans savoir pourquoi. C'est au 4e mois qu'eut lieu le premier incident que personne ne put ignorer. Antoine était dans son bureau, dans son loft en terrasse, en train de vérifier des contrats. Léa entra pour déposer une tasse de café. Il ne la regarda pas, comme toujours. Elle déposa la tasse en silence, comme toujours. Mais quand elle se retourna pour partir, quelque chose tomba de son poignet. Un bracelet bon marché que Théo lui avait offert. Elle se baissa pour le ramasser. Et à ce moment-là, la manche de son uniforme remonta, révélant la face interne de son poignet gauche. Antoine leva les yeux par hasard, et il se figea. Sur le poignet de Léa, il y avait une tache de naissance. Elle avait la forme d'un croissant de lune. Elle était petite, de la taille d'une pièce de monnaie, d'une couleur entre rougeâtre et marron. Et Antoine la connaissait. Il la connaissait parce qu'il avait exactement la même marque, au même endroit, de la même taille, de la même forme. Sa main bougea par instinct. Il attrapa le poignet de Léa avec force, le tournant pour mieux voir. Elle laissa échapper un cri de surprise. Antoine regarda la marque, puis il regarda la sienne, puis il regarda de nouveau celle de Léa, identiques, comme si elles avaient été faites avec le même moule. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» murmura-t-il, plus pour lui-même que pour elle. Léa ne comprenait pas ce qui se passait. Elle sentait juste la prise ferme d'Antoine sur son poignet, la proximité de leur corps, et quelque chose d'autre, quelque chose qui lui fit sentir, pour la première fois depuis des mois, qu'il ne la haïssait pas, qu'il avait peur. Antoine lâcha son poignet comme s'il brûlait. « Dehors », dit-il d'une voix rauque. « Dehors de mon bureau. Maintenant. » Léa sortit presque en courant, confuse, effrayée, le cœur battant si fort qu'elle pouvait l'entendre dans ses oreilles. Antoine resta seul, regardant sa propre tache de naissance, la même qu'il avait vue dans ses rêves, sur le poignet de la femme qu'il aimait dans une autre vie, cette nuit-là. Ni l'un ni l'autre ne parvinrent à dormir. Et quand ils finirent par le faire, ils rêvèrent exactement de la même chose. Un château en flammes, une promesse hurlée quelques secondes avant la mort, et 2 marques de croissant de lune, ensemble, couvertes de sang. Si cette histoire vous touche déjà, si vous sentez qu'il y a quelque chose ici qui résonne avec quelque chose que vous avez ressenti vous aussi, faites-le moi savoir dans les commentaires, parce que ceci ne fait que commencer. Mais avant de continuer, laissez-moi vous raconter quelque chose que ni l'un ni l'autre ne savait à ce moment-là, quelque chose que la science ne peut toujours pas expliquer. 3 heures du matin, un frisson parcourt Lyon. En 2024, des chercheurs de l'Université de Lyon ont publié une étude qui a bouleversé tout ce que nous savions sur les marques de naissance. Ils ont étudié plus de 2000 cas d'enfants qui se souvenaient de vies passées. Et ils ont découvert quelque chose d'extraordinaire. Dans 63% des cas, les enfants avaient des marques de naissance qui correspondaient exactement aux blessures fatales des personnes qu'ils disaient avoir été. Un garçon qui se souvenait être mort d'une balle dans la tête avait une marque ronde, exactement là où la balle aurait pénétré. Une fillette qui se souvenait être morte dans un incendie avait des marques qui ressemblaient à des brûlures, aux mêmes endroits où son corps précédent avait été touché, et dans les cas les plus rares, lorsque 2 âmes avaient été connectées dans des vies antérieures, les 2 personnes avaient des marques identiques au même endroit, exactement comme Antoine et Léa. La marque de croissant de lune n'était pas une coïncidence biologique, c'était une signature de l'âme, un signe que leurs esprits avaient choisi de porter à travers de multiples incarnations, un rappel éternel de leurs promesses, une carte qui les aiderait à se retrouver quand ils seraient enfin prêts. 1000 ans de recherche marqués sur la peau, les semaines suivantes furent un enfer silencieux. Antoine évitait Léa avec une intensité qui frôlait l'obsession. Il changeait ses horaires,
pour ne pas la croiser, demandait qu'on laisse les repas devant la porte de son bureau, s'enfermait dans sa chambre, jusqu'à ce qu'il entende qu'elle était allée se coucher, mais les rêves ne le laissaient pas s'échapper. Ils devinrent plus vivants, plus détaillés, plus douloureux. Maintenant, il pouvait voir des visages spécifiques, entendre des mots dans une langue qu'il ne connaissait pas, mais que, d'une certaine manière, il comprenait. Il sentait le poids d'une armure sur son corps, la chaleur d'un soleil brûlant, l'odeur d'encens et de sang, et toujours elle, avec des noms différents, mais toujours elle, dans un rêve. Il l'appelait Isabelle, dans un autre, Aïcha, dans un autre, simplement « mon amour », répété sans cesse, alors qu'elle pleurait dans ses bras, et toujours, la même fin, la mort, les séparait. Antoine commença à avoir peur de dormir. Son travail commença à en souffrir. Mais ses associés remarquèrent les cernes, l'irritabilité croissante, le manque de concentration. Une affaire de 80 millions faillit tomber à l'eau parce qu'il était resté à fixer le vide pendant une réunion importante, pensant à un château qu'il n'avait jamais visité. C'est alors que le docteur Hélène Vasconcelos entra dans sa vie, ou plutôt, y retourna. Hélène avait été la meilleure amie de Camille, la femme d'Antoine, décédée d'un cancer 3 ans auparavant. Elles étaient amies depuis l'université, presque des sœurs, et Hélène avait été aux côtés d'Antoine pendant tout le processus de deuil. Elle était aussi l'une des hypnothérapeutes les plus respectées de France. Ça est spécialisée dans les traumatismes, les régressions, l'inconscient profond. Antoine ne croyait en rien de tout ça. Il considérait ça comme du charlatanisme. Mais quand Hélène lui rendit visite un dimanche et le vit dans l'état où il était, elle ne lui laissa pas le choix. « Tu as besoin d'aide, Antoine, et je ne parle pas de somnifères. » Il rit, sans humour. « Et qu'est-ce que tu vas me dire? Que j'aille m'allonger sur un divan et parler de mon enfance? Non, je vais te dire que ton esprit essaie de te dire quelque chose à travers ses rêves, et que si tu n'écoutes pas, ça va te détruire. » Antoine voulut discuter, mais il était trop fatigué, trop épuisé, de se battre contre quelque chose qu'il ne pouvait pas voir, qu'il ne pouvait pas toucher, qu'il ne pouvait pas contrôler. « D'accord, » dit-il finalement. « Fais ce que tu as à faire. » Hélène sourit, d'une manière qu'Antoine ne sut pas interpréter. Avant de mourir, Camille m'a dit quelque chose. Hélène parla doucement. Elle m'a dit qu'un jour, tu allais rencontrer ton véritable amour et que tu allais la détester au début. Antoine sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle m'a aussi dit de faire confiance aux rêves. Cette nuit-là, Antoine rêva du château, à nouveau. Mais cette fois, quelque chose était différent. Cette fois, il put voir une date gravée dans la pierre, au-dessus de la porte principale, en 1225, et il put lire les mots écrits en dessous. Ici mourut l'amour interdit, entre une princesse chrétienne et un chevalier croisé, que leurs âmes se retrouvent dans une autre vie. Antoine se réveilla en sursaut, trempé de sueur. Mais ce n'était pas le rêve qui l'avait terrifié. C'était ce qu'il vit quand il alluma la lumière. Ses mains étaient couvertes de quelque chose de sombre. Ça ressemblait à de la terre. Non, ce n'était pas de la terre. C'était de la poussière ancienne qui sentait la pierre et le temps. Et sur son poignet, la marque de croissant de lune était en train de brûler. Ce n'était pas une douleur physique, c'était quelque chose de plus profond, comme si son âme se souvenait d'une blessure que son corps n'avait jamais reçue. Antoine courut à la salle de bain, se lava les mains frénétiquement. La poussière disparut dans le siphon, mais le tremblement de ses doigts ne s'arrêta pas. Il regarda son reflet dans le miroir. Et pendant une seconde, seulement une seconde, il vit un autre visage, le visage d'un homme plus jeune,
avec une barbe, avec des yeux sombres, remplis de détermination, avec une cicatrice qui traversait le sourcil gauche, le visage d'Amaury. Antoine ferma les yeux, et quand il les rouvrit, il n'y avait que lui, seulement Antoine, le millionnaire de 42 ans, avec insomnie chronique, et une employée qu'il détestait sans raison. Mais quelque chose avait changé, quelque chose, à l'intérieur de lui, s'était réveillé, et il ne pouvait plus continuer à l'ignorer. Antoine se réveilla en criant, parce que la princesse de la gravure avait le visage de Léa, et le chevalier avait le sien le lendemain matin. Antoine fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Il chercha Léa. Elle était dans la cuisine, en train de préparer le petit déjeuner de Théo, avant de commencer sa journée. L'enfant mangeait des céréales pendant qu'elle lui essuyait la bouche avec une serviette, souriant avec un amour si pur qu'Antoine sentit un coup dans sa poitrine. Il avait vu ce sourire auparavant, dans ses rêves, dans une autre époque, adressée à lui. Léa le vit, sur le pas de la porte, et son sourire se figea. Instinctivement, elle se plaça devant Théo, comme pour le protéger. Antoine se rendit compte de ce qu'il faisait, de la façon dont elle le voyait, comme un prédateur, comme une menace, et pour la première fois, il ressentit de la honte. « J'ai besoin de te parler », dit-il d'une voix plus douce qu'il n'en avait utilisée depuis des mois. Léa ne bougea pas. Théo la regarda, confus, sentant la tension. « S'il te plaît », ajouta Antoine. « C'est important. » Elle hésita, puis elle se pencha vers Théo et lui murmura quelque chose. À l'oreille, l'enfant acquiesça, prit son bol de céréales et quitta la cuisine, en direction de la chambre de service. Léa resta debout, les bras croisés sur la poitrine, le dos contre le plan de travail, posture défensive, prête à fuir ou à se battre. Antoine s'assit sur l'une des chaises de l'îlot central. Pour la première fois, il était en dessous d'elle, regardant vers le haut, vulnérable. « Que voulez-vous » demanda-t-elle, en utilisant le « vous » formel, celui qu'Antoine avait toujours exigé. « Votre marque » dit-il, « celle sur votre poignet. Depuis quand l'avez-vous » Léa fronça les sourcils. « Depuis ma naissance. C'est une marque de naissance. » Antoine acquiesça lentement. « Moi aussi. Regardez. » Il remonta la manche de sa chemise et tendit le bras, montrant sa propre marque. Léa la regarda. Et même si elle l'avait déjà vue ce jour-là au bureau, la revoir lui procura le même frisson. « Identique, » dit-elle, à voix basse. « Je sais. Comment est-ce possible ?» Antoine ne répondit pas immédiatement, parce que la réponse qu'il avait était impossible, irrationnelle, complètement folle. Mais c'était aussi la seule qui avait un sens. « Vous rêvez de moi ?» demanda-t-il soudainement. Léa se crispa. Son visage devint un masque. « Pourquoi me posez-vous cette question ?»« Parce que je rêve de vous, toutes les nuits, depuis le jour où vous êtes arrivé. » Elle ne dit rien. Mais Antoine vit quelque chose dans ses yeux. Reconnaissance, peur et quelque chose d'autre. Un soulagement. Dans ses rêves, continua-t-il. Je vous aime. Je vous aime avec une intensité que je n'ai jamais ressentie éveillée. Pour personne. Pas même pour ma femme. Léa ouvrit la bouche pour parler, mais il l'arrêta. Et je meurs toujours. Ou vous mourrez. Ou nous mourrons tous les deux. Et toujours. Toujours. Je vous promets que je vous retrouverai dans la prochaine vie. Les larmes commencèrent à couler sur les joues de Léa. Elle ne les essuya pas. « Rachid » murmura-t-elle. Antoine se figea. « Qu'avez-vous dit ?»« Rachid » répéta-t-elle, les larmes coulant plus vite. « Dans mes rêves, je vous appelle Rachid, et je suis Isabelle. Et il y a un château, et des soldats, et vous êtes enchaînés, et moi. » Elle s'effondra.
Elle tomba à genoux sur le sol de la cuisine, sanglotant avec une intensité qui semblait venir de siècles de douleurs accumulées. Antoine se leva si vite que la chaise tomba derrière lui. Il courut vers elle. Et pour la première fois depuis qu'ils s'étaient rencontrés, il la prit dans ses bras. Ce ne fut pas une étreinte hésitante. Ce ne fut pas une étreinte de consolation. Ce fut une étreinte de reconnaissance. Leurs corps s'emboîtèrent parfaitement, comme s'ils avaient été conçus pour être ensemble, comme s'ils avaient fait ça 1000 fois auparavant, parce qu'ils l'avaient fait, dans d'autres vies, dans d'autres corps, avec d'autres noms, mais toujours eux. « Je t'ai retrouvé », murmura Antoine, contre ses cheveux. « 1000 ans. Et je t'ai enfin retrouvé. » Léa pleura plus fort. Ses mains agrippèrent la chemise d'Antoine avec désespoir, comme si elle avait peur qu'il disparaisse. « Pourquoi me haïssais-tu » réussit-elle à demander, entre deux sanglots. Antoine ferma les yeux. La réponse vint d'un endroit qu'il ne savait pas exister. « Parce que j'avais peur. Peur de te perdre encore. Si je te haïssais, je ne pouvais pas t'aimer. Et si je ne t'aimais pas, je ne pouvais pas souffrir quand je te perdrais. » Léa leva la tête et le regarda. Ses yeux, rougis par les larmes, croisèrent les siens. Et à cet instant, ils virent tous les deux, pas avec les yeux du corps, mais avec les yeux de l'âme. Ils virent le château de 1025. Ils virent la cellule sombre où il était enchaîné. Ils la virent. Elle, vêtue comme une princesse, descendant en secret pour lui apporter de la nourriture. Ils virent le premier baiser, interdit, dangereux, inévitable. Ils virent l'évasion, la nuit où elle le libéra, les chevaux galopant sous la lune, la promesse d'une vie ensemble dans des terres lointaines, et ils virent la fin. Les soldats qui les rattrapèrent, les épées qui le frappèrent jusqu'à ce qu'il tombe, et elle, agenouillée près de lui, criant qu'elle ne pouvait pas vivre sans lui. La dernière image qu'ils virent fut la tour du château, et une silhouette en blanc tombant du plus haut. Quand la vision se termina, ils étaient tous les deux sur le sol de la cuisine, enlacés, tremblants. « C'était réel », dit Léa. Tout était réel. Antoine acquiesça. Il ne pouvait pas parler. Les émotions étaient trop intenses, trop anciennes, trop puissantes. « Que faisons-nous maintenant ?» demanda-t-elle. Avant qu'il puisse répondre, la porte de la cuisine s'ouvrit. Le docteur Hélène était là, et elle ne semblait pas surprise du tout. « J'ai vu votre voiture sur le parking, dit-elle, calmement. Je voulais m'assurer que vous alliez bien, mais je vois que vous avez trouvé ce que vous deviez trouver. » Antoine regarda Hélène avec des yeux qui étaient encore embués de larmes et de visions d'une autre vie. « Vous le saviez, depuis le début. » Hélène sourit doucement. Carla le savait, avant de mourir. Elle a eu des rêves aussi, des rêves où elle voyait votre passé, et elle voyait votre futur. Elle m'a fait promettre que quand Léa apparaîtrait, je serai là pour vous aider à vous souvenir. Léa se serra plus fort contre Antoine. Carla savait pour moi? Carla savait qu'Antoine avait eu plusieurs vies, et dans presque toutes. Il était mort en te cherchant. Elle a été votre répit, votre pause, mais elle a toujours su que tu étais sa destination finale. Antoine ferma les yeux. Les pièces commençaient à s'emboîter. C'est pour ça qu'elle n'a jamais été jalouse. C'est pour ça qu'elle me disait toujours que le véritable amour me trouverait. C'est pour ça qu'elle a insisté pour que je l'enterre et que j'aille de l'avant. Hélène acquiesça. Elle t'a aimé suffisamment pour te laisser aller vers là où tu as toujours appartenu. Il y eut un long silence. Puis Antoine parla. Hélène, j'ai besoin de l'hypnose. J'ai besoin de tout voir. J'ai besoin de comprendre. Hélène regarda Léa. Tu devras être là aussi. Ce que vous allez découvrir, vous le découvrirez ensemble. Léa hésita. Puis elle regarda Antoine, et dans ses yeux, elle vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu au cours des 6 mois où elle travaillait pour lui. De l'amour. Le même amour qu'elle voyait dans ses rêves. Le même amour qu'elle avait espéré 1000 ans pour ressentir à nouveau. « D'accord, dit-elle, je suis prête. » Personne n'était prêt pour ce qu'ils allaient découvrir. La séance d'hypnose fut programmée pour 3 jours plus tard. Pendant ces 3 jours, tout changea.
Antoine cessa d'éviter Léa. Au lieu de cela, il recherchait sa compagnie constamment. Ils mangeaient ensemble. Ils parlaient pendant des heures. Ils partageaient les détails de leurs rêves. Émerveillé de voir à quel point ils étaient identiques, Théo, au début confus par ce changement, s'adapta avec la facilité des enfants. Il commença à appeler Antoine par son prénom au lieu de monsieur. Et Antoine, qui n'avait jamais voulu avoir d'enfant, se surprit à lui apprendre à jouer aux échecs. Mais ce que personne n'attendait, c'est ce que Léa trouva dans le grenier. Elle était montée chercher des décorations de Noël qu'Antoine lui avait demandé. Le grenier du loft en terrasse était immense, rempli de boîtes que personne n'avait touchées depuis des années. Dans une des boîtes les plus anciennes, couverte de poussière, elle trouva quelque chose qui lui coupa le souffle. Un journal. Pas un journal moderne, un journal ancien, avec des couvertures de cuir détériorées, des pages jaunies, et une écriture qu'elle ne pouvait pas lire. Mais ce qu'elle put voir, c'était le dessin sur la première page. Un homme et une femme. Elle, vêtue comme une princesse médiévale. Lui, avec des vêtements qui semblaient arabes ou maures. Ils étaient enlacés et sur leurs poignets, clairement dessinés. Il y avait 2 marques de croissant de lune. C'était EX, Antoine et Léa. 1000 ans plus tôt, Léa dévalait les escaliers, le journal serré contre sa poitrine. Elle trouva Antoine dans son bureau et lui montra ce qu'elle avait découvert. Sa réaction ne fut pas celle qu'elle attendait. « Où as-tu trouvé ça ?» demanda-t-il d'une voix tendue. « Dans le grenier, dans une vieille boîte. » Antoine prit le journal. Ses mains tremblaient. Il l'ouvrit, tourna les pages, regardant l'écriture, qu'il ne pouvait pas lire, mais qui, d'une certaine manière, lui semblait familière. Et puis, il arriva à la dernière page, où il y avait une traduction, écrite avec une écriture moderne, avec la signature de Carla à la fin. Antoine lut à voix haute. « Journal d'Isabelle de Castille, princesse du royaume. An de grâce 1025. Ces pages contiennent l'histoire de mon amour interdit avec Rachid ibn Ahmad, guerrier mort capturé au combat. Si quelqu'un lit ceci dans le futur, sachez que notre amour était réel, que nous sommes morts pour lui, et que nous avons juré de nous retrouver dans chaque vie, jusqu'à ce que nous puissions être ensemble pour toujours. La marque de croissant de lune sur nos poignets est notre signal. Cherchez-la, et quand vous la trouverez, vous saurez que les âmes sœurs existent. » Antoine s'arrêta de lire. Il regarda Léa. « Carla a trouvé ça, l'a traduit, et ne me l'a jamais montré. »« Parce que ce n'était pas le moment, » dit Léa doucement. « Tu devais me trouver d'abord. » Antoine referma le journal. « Demain, c'est l'hypnose. Nous allons voir si le journal dit la vérité. » Léa prit sa main. « Je sais déjà qu'il dit la vérité. Je l'ai senti depuis le premier jour où je t'ai vu. Sauf que je ne savais pas ce que c'était. » Antoine la regarda. « Et ce que c'était ?» Elle sourit. « Retour à la maison. Le jour de l'hypnose arriva avec une tension qu'on pouvait couper au couteau. Le docteur Hélène avait préparé une des pièces du loft en terrasse. Rideaux tirés, lumière tamisée, musique douce en fond sonore. 2 fauteuils inclinables, l'un à côté de l'autre, où Antoine et Léa s'assiéraient. Théo était avec une baby-sitter dans un autre appartement de l'immeuble. Il valait mieux qu'il ne soit pas présent pour ce qui allait arriver. Avant de commencer, Hélène leur expliqua le processus. « Vous allez entrer dans un état de relaxation profonde. Votre conscient va faire un pas en arrière, et votre subconscient va prendre le contrôle. Vous pouvez voir des images, sentir des émotions, entendre des voix. Tout ce que vous expérimenterez est réel pour votre esprit, même si cela s'est passé il y a longtemps. Et si nous voyons quelque chose que nous ne voulons pas voir ?» demanda Léa. « Vous ne pouvez pas vous arrêter une fois que vous avez commencé, mais je serai là, je vous guiderai. Et si quelque chose devient trop intense, je vous ramènerai en arrière. » Antoine regarda Léa. Elle le regarda, sans mots. Ils comprirent la même chose. Ils avaient attendu 1000 ans pour ça. Ils n'allaient pas reculer maintenant. Ils s'allongèrent dans les fauteuils, fermèrent les yeux. Hélène commença à parler d'une voix monotone,
les guidant vers le bas, vers l'intérieur, vers le passé. Visualisez un escalier. Chaque marche vous emmène plus en arrière dans le temps. À chaque pas, vous vous sentez plus léger, plus libre. Les souvenirs de cette vie commencent à s'estomper et les souvenirs d'autres vies commencent à émerger. Antoine sentit son corps devenir lourd, puis léger, puis inexistant. Et alors, il vit. La première image fut le soleil. Un soleil bérolant, si intense qu'il pouvait sentir la chaleur sur sa peau, du sable sous ses pieds, le poids de chaînes à ses poignets et chevilles. Le goût de sang séché sur ses lèvres. Il était dans une cellule. Non, ce n'était pas une cellule. C'était un cachot. Pierres humides, rats dans les coins. Le son distant de cris. Et il était autre. Il regarda ses mains. C'étaient les mains d'un homme plus jeune, plus musclé, avec des cicatrices de bataille. Il portait les restes de ce qui fut autrefois un vêtement raffiné, maintenant sale et déchiré. Et sur son poignet gauche, brillant à la lumière de la torche, il y avait la marque du croissant de lune. « Je m'appelle Rachid », murmura-t-il, et sa voix était différente, plus profonde, avec un accent qui n'était pas le sien. Rachid ibn Ahmad, guerrier du califat de Cordoue. J'ai été capturé à la bataille de Zamora. Hélène intervint doucement. Quelle année est-il, Rachid? L'année est 1024 du calendrier chrétien. Je suis dans cette cellule depuis 6 lunes. Et que s'est-il passé ensuite? Rachid, qui était Antoine? Ferma les yeux dans le souvenir. Elle est venue. Dans le fauteuil à côté de lui, Léa lâcha un gémissement, parce qu'elle aussi était en train de voir. Ce n'était pas la cellule qu'elle voyait, c'était un couloir de château, illuminé par des torches, rempli d'ombre. Et elle marchait dans ce couloir, avec une robe de soie blanche, une capuche couvrant ses cheveux blonds, un panier de pain et d'eau dans ses mains. « Je suis Isabelle », murmura-t-elle d'une voix qui n'était pas la sienne. « Isabelle de Castille, fille du comte. Et je suis sur le point de commettre trahison. » Hélène observait avec fascination professionnelle. « Pourquoi trahison, Isabelle? »« Parce que je vais aider l'ennemi, le mort dans la cellule. Père veut l'exécuter demain, mais je ne peux pas le permettre. »« Pourquoi pas, Isabelle? » Qui était Léa? Ouvrit les yeux dans la régression. Parce que, quand je l'ai vue pour la première fois, enchaîné, saignant, vaincu, j'ai senti que je le connaissais. J'ai senti que nous avions été ensemble auparavant. Et j'ai senti que, s'il mourait, une partie de moi mourrait aussi. Les visions continuèrent, maintenant synchronisées. Antoine, comme Rachid, vit la porte de sa cellule s'ouvrir, vit la silhouette en blanc entrer, vit le visage d'Isabelle illuminé par la torche, et il sut, à ce moment-là, dans cette cellule, ils surent tous les deux. Ils n'étaient pas des étrangers. Leurs âmes s'étaient rencontrées auparavant, dans des vies que nul ne pouvait se rappeler consciemment, mais que leur corps, leur cœur, leurs esprits n'avaient pas oublié. Rachid se leva aussi vite que les chaînes le lui permettaient. « Toi », dit-il en arabe, oubliant qu'elle ne pouvait pas le comprendre. Mais Isabelle le comprit, d'une certaine manière, au-delà de la logique. Elle comprit chaque mot. « Moi », répondit-elle dans la même langue, qu'elle n'avait jamais étudiée. « Je suis venu te sauver. »« Pourquoi ?»« Parce que tu me l'as promis. » Rachid la regarda, confus. « Que t'ai-je promis ?» Isabelle s'approcha, lui toucha la joue. Et dans ce contact, ils virent tous les deux une vie antérieure, une autre époque, Égypte ancienne, un pharaon et une esclave, le même amour interdit, la même mort tragique et la même promesse. « Je te retrouverai dans chaque vie. » Rachid tomba à genoux, les chaînes cliquetant. « Je t'ai cherché, » murmura-t-il, « dans chaque rêve, dans chaque bataille. Je cherchais un visage que je ne connaissais pas, mais que mon âme reconnaîtrait. »« Et tu l'as trouvé, » dit Isabelle, « je t'ai trouvé. » Les visions s'accélérèrent. Hélène guida la régression vers l'avant. À travers les semaines qui suivirent, Antoine et Léa virent tout.
les visites nocturnes d'Isabelle à la cellule, les chuchotements à travers les barreaux, les mains entrelacées malgré les chaînes, les baisers volés quand les gardes ne regardaient pas. Ils virent le plan d'évasion, les pots de vin, les clés volées. 3 heures du matin, un voile de mystère plane sur la France. Nous allons explorer les couloirs du temps, les destins qui se croisent, les amours et les haines qui transcendent les siècles. Les chevaux tapis dans l'ombre de la forêt, ils ont vu la nuit de la fuite, une nuit de pleine lune, la liberté, un horizon incroyable, et ils ont vu la trahison, un garde corrompu, mais pas totalement. Une alarme hurlant trop tôt, des soldats à cheval, lancés à leur poursuite à travers les arbres. Ils les rattrapèrent de près de la rivière, une rivière sinistre. Rachid, Antoine Dubois, se battit. Il se battit avec chaque parcelle de son être. Il abattit 3 soldats avant que les épées ne le terrassent. Isabelle hurla, un cri déchirant. Elle courut vers lui tandis qu'il s'écroulait. Elle le prit dans ses bras, tandis que le sang se répandait sur la terre. Noir, non, 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 répétait-elle, le berçant comme un enfant. Ne me quitte pas. Pas encore, pas encore. Antoine, Rachid, d'un dernier souffle, leva la main et effleura la marque de croissant de lune sur son poignet. « Je te retrouverai, murmura-t-il. Même si tu dois me haïr d'abord, mon âme te reconnaîtra toujours. » Et il mourut. Sur le divan, Antoine Dubois, Ricardo, pleurait, des larmes silencieuses coulant sur ses joues, tandis qu'il revivait sa propre mort, une mort brutale. Léa Moreau, Valentina, pleurait elle aussi. Mais la vision n'était pas terminée. Pas encore. Hélène guida avec douceur. Que s'est-il passé ensuite? Isabelle, dans la régression, serra le corps d'Antoine, Rachid, jusqu'à ce que les soldats le lui arrachent. Avec violence, ils la ramenèrent au château, l'enfermèrent dans sa chambre. Son père hurla qu'elle était une honte, une traîtresse, une amante de mort. Un déjeuneur, l'exécution d'Antoine, Rachid, avait déjà eu lieu. Mais le châtiment d'Isabelle serait pire. Elle serait envoyée dans un couvent, à jamais. Elle ne reverrait plus jamais le soleil, plus jamais l'amour, plus jamais. Mais Isabelle avait un autre plan, sombre. À l'aube du jour suivant, elle monta sur la plus haute tour du château. Abandonnée, elle regarda en bas, vers la cour où Antoine, Rachid, avait été exécuté, où son sang tachait encore les pierres, un souvenir permanent, et elle sauta. Léa, Valentina, hurla, sur le divan. Son corps se cambra, comme si elle tombait, encore et encore. Hélène réagit rapidement. 3, 2, 1. Vous êtes en sécurité. Vous êtes ici. Vous êtes éveillés. Les yeux d'Antoine Dubois, Ricardo et Léa Moreau, Valentina, s'ouvrirent simultanément, brusquement. Ils se regardèrent, et sans mots, sans explication, sans rien d'autre que la certitude absolue de 1000 ans de recherche. Ils s'étreignirent, fortement. Ils pleurèrent ensemble, pendant ce qui sembla des heures, une éternité. Toute la douleur de cette vie, toutes les vies postérieures où ils s'étaient cherchés sans se trouver, toutes les fois où ils avaient été si près. Mais la mort les avait séparés, injustement. Tout s'épancha dans cette étreinte. Une libération. Hélène les laissa seuls, par pitié, quand ils se séparèrent enfin. Antoine Dubois, Ricardo, prit le visage de Léa Moreau, Valentina, entre ses mains, délicatement. « J'ai tenu ma promesse, » dit-il. « Je t'ai retrouvé, je t'ai haï d'abord, comme je l'avais dit, mais mon âme t'a reconnu. » Léa Moreau, Valentina, sourit à travers ses larmes, doucement. 1000 ans, Antoine, 1000 ans d'attente. Il acquiesça, silencieusement. Et maintenant, pour la première fois depuis 1000 ans, nous pouvons être ensemble, sans prince, sans guerre, sans exécution. Valentina fronça les sourcils, soucieuse.
Mais il y a toujours des différences. Tu es millionnaire. Je suis ton employé. Le monde ne le verra pas différemment. Antoine Dubois, Ricardo, laissa échapper un rire, qui n'avait rien d'humoristique, amer. Le monde ne comprend pas ce que nous sommes. Le monde ne sait pas que nos âmes ont attendu 10 siècles pour se réunir. Le monde peut aller au diable. Valentina ouvrit la bouche pour répondre, prête à discuter. Mais avant qu'elle ne puisse le faire, la porte s'ouvrit brutalement. Hélène entra en courant, le téléphone à la main, le visage pâle, une mauvaise nouvelle. « Antoine, Ricardo, tu dois voir ça. Immédiatement. »« Que se passe-t-il » demanda Ricardo, inquiet. Hélène lui tendit le téléphone. Sans un mot, sur l'écran, il y avait une image, une enluminure médiévale, un document historique, fraîchement publié sur le site web d'un musée de Madrid. Incroyable. Le titre disait « Découverte archéologique ». Manuscrit du XIe siècle révèle tragique histoire d'amour entre princesse chrétienne et guerrier mort. Et l'image du manuscrit montrait 2 figures, un homme et une femme, avec des marques de croissant de lune sur leurs poignets, identiques. Ils étaient les portraits crachés d'Antoine Dubois, Ricardo, et Léa Moreau, Valentina. Un miracle. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous n'avez pas de frisson, relisez les derniers paragraphes. Parce que ce qui va suivre va tout changer, définitivement. Le manuscrit avait été découvert 3 jours auparavant, lors de fouilles archéologiques près de Zamora, en Espagne, par hasard. Les chercheurs n'en croyaient pas leurs yeux. Un document de près de 1000 ans, parfaitement conservé dans une boîte de plomb scellée, écrit en latin médiéval avec des annotations en arabe. Un secret bien gardé, et racontant une histoire que personne ne croyait réelle. Illusion, jusqu'à présent, une révélation. Antoine Dubois, Ricardo, lut l'article en entier 3 fois, méthodiquement. Le manuscrit a été écrit par un moine du monastère de San Pedro de Arlanza, en 1025. Selon le document, le moine fut témoin d'une tragédie qui bouleversa tout le royaume. Une tragédie horrible. L'histoire était exactement celle qu'ils avaient vue dans l'hypnose. Incroyable. Une princesse chrétienne qui tomba amoureuse d'un guerrier mort prisonnier, l'évasion manquée, l'exécution, le suicide du haut de la tour, une passion interdite. Mais le manuscrit contenait quelque chose de plus, une surprise, quelque chose qu'Antoine Dubois, Ricardo, ni Léa Moreau, Valentina, n'avaient vu dans leur vision. Jamais. Le moine écrivit que, avant de mourir, la princesse lui demanda d'enterrer quelque chose dans les ruines du château, quelque chose qu'elle et son bien-aimé avaient créé ensemble durant leur nuit secrète. Un secret partagé, un journal, avec la promesse que, un jour, les âmes sœurs se retrouveraient et trouveraient le journal, comme preuve que leur amour était réel, éternel. Antoine Dubois. Ricardo regarda Léa Moreau. Valentina, fixement. Le journal du grenier, abandonné. Léa Moreau. Valentina acquiesça lentement. Carla ne l'a pas trouvé par hasard. Elle l'a trouvé, parce qu'il était destiné à être trouvé. Quand nous serions prêts, Hélène intervint, inquiète. Il y a plus. Regarde l'image suivante. Antoine Dubois, Ricardo, fit glisser son doigt sur l'écran. Et il resta, sans voix. C'était une illustration du manuscrit, un dessin des 2 amants, fait par le moine, basé sur des descriptions de l'époque. Une reconstitution. L'homme avait le visage d'Antoine Dubois, Ricardo. La femme avait le visage de Léa Moreau, Valentina. Ils n'étaient pas similaires. Ils ne se ressemblaient pas. Ils étaient identiques. Un miracle. Comme si le moine avait voyagé 1000 ans dans le futur et les avait dessinés directement. Incroyable. Mais le plus frappant était ce qui était dessiné sur leurs poignets. 2 marques de croissant de lune. Exactement comme celles qu'Antoine Dubois, Ricardo et Léa Moreau, Valentina, avaient à cet instant. Un symbole. Le silence dans la pièce était absolu, finalement. Léa Moreau, Valentina, prit la parole. « Qu'est-ce que ça veut dire »
Antoine, Ricardo. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Antoine Dubois, Ricardo. Baissa le téléphone. Il regarda la femme qu'il avait haïe pendant 6 mois. La femme qu'il avait aimée pendant 1000 ans. La femme que son âme avait cherchée à travers d'innombrables vies. Son âme sœur. Ça veut dire que c'est réel, dit-il. Tout est réel. Ce n'est pas de la folie. Ce n'est pas une coïncidence. Nos âmes sont connectées depuis plus de 1000 ans. Et finalement, après tout ce temps, nous pouvons être ensemble. Mais le monde, commença Valentina. Le monde va savoir, l'interrompit Ricardo. Le manuscrit est une preuve historique. Les chercheurs vont vouloir nous parler quand ils verront qu'on a les mêmes marques. Ça va passer aux infos. Ça va être impossible à cacher. Valentina pâlit. Antoine, Ricardo, Théo, mon fils. Je ne veux pas qu'il grandisse sous ce regard. Antoine s'approcha d'elle. Il prit ses mains. Notre enfant, dit-il doucement, si tu me le permets. Notre enfant. Et nous allons le protéger. Ensemble. Les larmes revinrent aux yeux de Léa. Tu es sérieux? J'ai attendu 1000 ans pour le dire. Oui, je suis sérieux. Léa le regarda pendant un long moment. Et alors, pour la première fois depuis qu'ils s'étaient rencontrés, elle l'embrassa. Ce n'était pas un baiser hésitant. Ce n'était pas un baiser d'exploration. C'était un baiser de 1000 ans d'amour accumulé. Un baiser qui contenait toutes les nuits dans la cellule du château. Tous les murmures à travers les barreaux. Toutes les promesses qu'ils n'avaient jamais pu tenir. Quand ils se séparèrent, ils pleuraient et riaient en même temps. Hélène observait depuis la porte, les larmes coulant sur ses propres joues. Carole avait raison, murmura-t-elle pour elle-même. Elle a toujours eu raison. Les mois suivants furent un tourbillon. Mais avant que le monde ne connaisse leur histoire, il s'est passé autre chose. Quelque chose qu'Antoine et Léa ont gardé secret pendant longtemps. Une semaine après l'hypnose, Antoine emmena Léa visiter la propriété où était construit son loft en terrasse. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que l'immeuble avait été construit sur les ruines d'une ancienne structure coloniale. Et cette structure coloniale, selon les registres historiques, avait été construite sur quelque chose d'encore plus ancien. Les fondations d'un château espagnol du XIe siècle. Le même château de ses visions. Antoine avait fait des recherches. Il avait engagé des archéologues. Il avait payé des fortunes pour accéder à des documents historiques privés. Et il avait découvert quelque chose qui l'avait laissé sans voix. Le terrain où il vivait, où il avait rencontré Léa, où il l'avait haï et aimé, était exactement l'endroit où Rachid et Isabelle étaient morts 1000 ans auparavant. Ce n'était pas une coïncidence si Léa avait été embauchée pour travailler là. Ce n'était pas une coïncidence si le journal se trouvait dans le grenier. Ce n'était pas une coïncidence si leurs âmes s'étaient rencontrées exactement à cet endroit. C'était le destin accomplissant une promesse. Quand Antoine raconta cela à Léa, elle pleura pendant des heures. Mais pas de tristesse, de soulagement, de joie, de la certitude absolue que tout ce qu'ils avaient ressenti, tout ce qu'ils avaient vu, tout ce qu'ils avaient vécu, était réel. Antoine engagea une équipe d'archéologues pour fouiller sous l'immeuble. Ce qu'ils trouvèrent changea tout ce que la science croyait savoir sur la réincarnation. Enfouis à 10 mètres de profondeur, ils trouvèrent 2 squelettes, un homme et une femme, enlacés, avec des anneaux de métal à leurs doigts qui avaient gravé des croissants de lune. Les experts datèrent les ossements, 11e siècle, exactement 1000 ans. Et quand ils firent des tests ADN, ils découvrirent quelque chose d'impossible. L'ADN mitochondrial de la femme du XIe siècle avait des marqueurs génétiques inhabituels. Des marqueurs que l'on ne trouve que chez une personne sur 10 millions. Léa avait exactement les mêmes marqueurs. C'était comme si le corps de Léa était le même corps qu'Isabelle, 1000 ans après. La science ne pouvait pas l'expliquer. Mais Antoine et Léa n'avaient pas besoin d'explication. Ils savaient. Leurs âmes avaient trouvé le moyen de revenir, de se réunir, d'accomplir la promesse qu'ils avaient en faite, tandis que le sang se répandait et que les épées scintillaient. Le jour où ils enterrèrent les squelettes à nouveau, avec tous les honneurs, Rachid et Isabelle purent enfin reposer en paix. Et Léa sentit,
pour la première fois depuis qu'elle avait la mémoire. Qu'une partie d'elle qui avait toujours été à la recherche de quelque chose avait enfin trouvé la paix, comme Antoine l'avait prédit. La nouvelle du manuscrit devint virale. Quand les chercheurs surent qu'il existait un homme et une femme en France avec les mêmes taches de naissance que les amants du XIe siècle, le monde devint fou, journalistes, scientifiques, sceptiques, croyants. Tous voulaient parler avec eux. Antoine et Léa donnèrent une seule interview. Dans celle-ci, ils racontèrent leur histoire, la haine initiale, les rêves, la tâche de naissance, l'hypnose, le journal, tout. Quand ils terminèrent, l'intervieweuse avait les larmes aux yeux. « Si c'est vrai, dit-elle, cela change tout ce que nous savons sur l'âme, sur l'amour, sur la vie après la mort. » Antoine regarda Léa. « C'est vrai, dit-il, et nous n'avons pas besoin que personne d'autre le croie. Nous le savons, et c'est suffisant. » L'interview fut vue par plus de 50 millions de personnes. Les commentaires se divisèrent. Certains croyaient, d'autres doutaient, beaucoup se moquaient. Mais Antoine et Léa ne s'en souciaient pas, parce qu'ils étaient enfin ensemble. 6 mois après l'hypnose, ils se marièrent. La cérémonie fut petite. Seulement Hélène, Théo et quelques amis proches. Mais il y eut un détail que personne n'oublia. Au lieu d'alliances traditionnelles, Antoine et Léa échangèrent des bracelets en or, avec des croissants de lune gravés, les mêmes symboles que leurs âmes avaient portés pendant 1000 ans. Théo, qui pour l'instant appelait déjà Antoine Papa, fut celui qui porta les bracelets à l'autel. Et quand le prêtre les déclara mari et femme, quelque chose d'étrange se produisit. Une rafale de vent entra par les fenêtres fermées de la chapelle. Tout le monde le sentit, comme si quelqu'un d'autre était là, quelqu'un qui avait attendu 1000 ans pour voir ce moment. Léa regarda Antoine. « Tu les as sentis ?» demanda-t-elle à voix basse. Antoine acquiesça. C'était nous, Rachid et Isabelle, finalement en paix. 1 an plus tard, leur fille naquit. Ils l'appelèrent Carole, en l'honneur de la femme qui avait rendu tout cela possible. La femme qui avait aimé Antoine suffisamment pour le laisser aller vers l'endroit auquel il a toujours appartenu. Le jour de la naissance, quelque chose d'étrange se passa. Léa était en travail quand les lumières de l'hôpital clignotèrent. Les médecins pensèrent que c'était un problème électrique. Mais Antoine savait que c'était autre chose, parce qu'à ce moment exact, il sentit la présence de Carole. Ce n'était pas son imagination, ce n'était pas le stress du moment. C'était réel, aussi réel que la main de Léa serrant la sienne. Carole était là, disant au revoir, bénissant la petite fille qui porterait son nom, passant le flambeau de l'amour qu'elle avait gardé jusqu'à ce qu'Antoine soit prêt à le recevoir. Quand le bébé naquit, le docteur l'a mis dans les bras de Léa. Et à ce moment, les lumières cessèrent de clignoter. La présence de Carole s'évanouit. Mais avant de partir, Antoine sentit une dernière sensation. Une paix, une approbation, un message sans mots qui disait « Tu as bien fait, tu l'as enfin trouvé ». Antoine pleura pour la première fois depuis les funérailles de Carole, mais cette fois, c'était des larmes de gratitude, parce que Carole avait été le pont, le repos bien mérité entre des vies de tragédie, l'amour qui l'avait maintenu entier, jusqu'à ce que Léa puisse apparaître. Et maintenant, sa tâche accomplie, il pouvait enfin se reposer. Certaines âmes viennent dans nos vies pour rester, d'autres viennent juste pour nous préparer à ce qui va suivre. Claire avait été de la seconde catégorie, et Antoine l'aimerait pour ça, à jamais. Et, comme deuxième prénom, ils ont choisi Isabelle, en mémoire de la princesse, qui sauta de la tour il y a 1000 ans, pour l'amour, qui ne mourut jamais. Théo fut rebaptisé ce jour-là, avec un prénom supplémentaire, qu'il choisit lui-même, Rachid. Lorsque le prêtre demanda à You « Pourquoi ce prénom ?» Théo regarda Antoine, avec des yeux, qui en savait beaucoup trop pour son âge, et il dit quelque chose qui fit pleurer toutes les personnes présentes, parce que c'est le prénom de papa, avant d'être papa. Et je veux qu'il sache que je me souviens de lui, que je me suis toujours souvenu de lui,
J'étais là, quand lui et maman se sont rencontrés, la première fois, au château. J'étais le garde, qui a regardé ailleurs. Le silence dans l'église était absolu. Personne n'avait raconté cette histoire à Théo. Personne n'avait mentionné le garde du château. C'était un détail, qu'Antoine et Léa avaient seuls vu, dans leur régression. Un détail qui confirmait tout. Théo n'était pas juste un enfant. C'était une vieille âme qui avait veillé sur eux pendant 10 siècles. Et finalement, il pouvait le dire à voix haute. Antoine serra son fils fort contre lui, les larmes coulant sans contrôle. « Merci, murmura-t-il, merci de me l'avoir ramené, encore et encore. » Théo se contenta de sourire, comme s'il avait toujours su que ce moment arriverait. Parce que, comme le dit l'enfant de 5 ans, avec une sagesse qui semblait venir d'une autre époque, je veux être comme papa, et papa était Rachid avant. Personne ne discuta. Antoine Dubois mourut à l'âge de 89 ans. Léa était à ses côtés, lui tenant la main, exactement comme Isabelle avait tenu celle de Rachid, 1000 ans plus tôt. Mais cette fois, il n'y avait pas d'épée, pas de soldats, pas de tragédie, seulement la paix. « Je t'ai retrouvé », murmura Antoine. Dans son dernier souffle, « J'ai tenu ma promesse ». Léa sourit à travers ses larmes. « Et cette fois, » murmura-t-elle en retour, « nous restons ensemble. » Antoine ferma les yeux. Et lorsque son âme quitta son corps, Léa sentit quelque chose qu'elle ne pouvait pas expliquer. Une sensation. Qu'il n'était pas parti loin, qu'il l'attendait, que, lorsque son heure viendrait, elle le retrouverait à nouveau, comme elle l'avait toujours fait, comme elle le ferait toujours, parce que certaines âmes ne sont pas destinées à être séparées, seulement à se retrouver, encore et encore, jusqu'à ce que l'univers leur permette finalement de rester ensemble. 1000 ans avaient passé, depuis cette nuit au château, 1000 ans de recherche, 1000 ans de douleur, 1000 ans de promesses, murmurées au seuil de la mort. Et finalement, après tout ce temps, la promesse fut tenue. Je te retrouverai, dans chaque vie, même si tu me hais au début, mon âme te reconnaîtra. Et elle l'a fait. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce qu'après le décès d'Antoine et Léa, quelque chose arriva. Concernant l'investigation du manuscrit, les archéologues, qui avaient excavé le site à Lyon, firent une autre découverte, une qu'ils gardèrent secrète pendant des années, parce qu'ils ne pouvaient pas l'expliquer. Dans la même boîte en plomb où ils avaient trouvé le manuscrit, il y avait une lettre scellée, une lettre que personne n'avait ouverte depuis 1000 ans. Elle était adressée à Antoine et Léa, par leur nom exact, écrits en latin médiéval, il y a 1000 ans. La lettre disait « Aux âmes qui trouveront ces mots, lorsqu'elles se réincarneront enfin. Je suis le moine, qui a écrit le manuscrit. Mais il y a quelque chose que je n'ai pas mis dans le document officiel, quelque chose que la princesse Isabelle m'a demandé de garder secret. Avant de sauter de la tour, elle eut une vision. Elle vit leur vie future, toute. Elle vit les corps qu'ils occuperaient, les noms qu'ils auraient, les lieux où ils se rencontreraient. Et elle vit ce moment, le moment où ils liraient ces mots. Isabelle m'a dit de leur transmettre un message. N'ayez pas peur, de vous aimer complètement. Cette vie est différente. Cette fois, rien ne vous séparera. L'univers est enfin d'accord. Et une chose de plus, regardez votre fils, celui qui a 4 ans, celui que vous avez choisi d'appeler du nom de votre passé. Il n'est pas seulement votre fils, il est la 3e âme, le gardien, qui les a suivis à travers toutes les vies, s'assurant qu'ils se rencontreraient dans la vie du château. Il était le garde, qui a délibérément regardé ailleurs. Quand Isabelle est descendue dans la cellule, dans d'autres vies, il fut l'ami, qui les a présentés, l'étranger, qui leur a donné des indications, le hasard, qui les a mis au même endroit, au même moment. Théo n'est pas une coïncidence, Théo fait partie d'eux.
Il l'a toujours été. Quand Antoine et Léa lurent cette lettre, ils pleurèrent tous les deux, parce que Théo avait toujours semblé savoir des choses qu'il ne devrait pas savoir. Il avait toujours regardé Antoine avec une familiarité qui n'avait aucun sens. Il avait toujours tout accepté, avec un calme qui semblait venir de siècles d'expérience. Théo n'était pas juste leur fils, il était leur gardien, leur protecteur, à travers le temps. Et finalement, après 1000 ans, à veiller sur eux, depuis l'ombre, il pouvait faire partie de leur famille. Ouvertement, cette nuit-là, Antoine serra Théo dans ses bras, d'une manière différente. Il n'était plus seulement l'enfant de sa femme, il n'était plus seulement son fils adoptif. Il était la troisième pièce d'un puzzle qui avait pris 10 siècles à se compléter. Et quand Théo le regarda et sourit, Antoine jura qu'il vit quelque chose dans ses yeux, une reconnaissance ancienne, une mission accomplie et une paix qui ne vient que lorsque tu rentres enfin chez toi. Si cette histoire vous a touché, si vous avez ressenti quelque chose en la lisant, laissez-moi vous poser une question. Avez-vous jamais ressenti une connexion inexplicable avec quelqu'un? Avez-vous jamais détesté quelqu'un sans savoir pourquoi? Avez-vous jamais fait des rêves avec des personnes que vous ne connaissez pas, mais qui semblent vous connaître? Peut-être, juste peut-être, que votre âme aussi est en train de chercher. Et peut-être, comme Antoine et Léa, comme Rachid et Isabelle, vous aussi, vous trouverez celui ou celle que vous attendez. Vous devez juste être prêt à le reconnaître, même si, au début, vous le haïssez. Il existe une théorie en physique quantique que les scientifiques appellent l'intrication. Elle dit que lorsque deux particules se connectent, elles restent connectées pour toujours, peu importe la distance, peu importe le temps. Ce qui arrive à l'une affecte instantanément l'autre. Les scientifiques, en 2024, ont commencé à se demander si les âmes fonctionnent de la même manière, si deux personnes peuvent être si profondément connectées que, à travers de multiples vies, elles continuent à se rencontrer, elles continuent à se reconnaître, elles continuent à tenir des promesses qui ont été faites dans des corps qui n'existent plus. Antoine et Léa n'avaient pas besoin de théorie pour le croire. Ils l'ont vécu, et chaque fois qu'ils posaient les yeux sur la marque du croissant de lune à leur poignet, ils se rappelaient la vérité la plus importante de toutes, que le véritable amour n'a pas de date de péremption, que certaines connexions sont beaucoup trop fortes pour être brisées, et que 1000 ans ne sont rien quand l'univers décide que deux âmes doivent être ensemble, parce que parfois, la haine n'est que de la peur d'aimer si profondément que cela fasse mal, la peur de perdre ce qui compte le plus, la peur que cette fois-ci, comme toutes les autres fois, ce ne soit pas suffisant. Mais Antoine a appris quelque chose en ses 89 ans de vie, et c'est ceci: l'amour qui vaut la peine d'être trouvé, est celui qui vous fait trembler de peur, et l'amour qui dure 1000 ans, est celui que vous êtes prêt à chercher, encore et encore, jusqu'à ce que vous puissiez enfin rester 1000 ans, 40 générations, d'innombrables vies, une promesse, et finalement, une fin heureuse. Merci de m'avoir accompagné dans cette histoire. Si vous croyez aux âmes sœurs, si vous croyez que l'amour peut transcender le temps, partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Parce que quelque part, maintenant, il y a deux personnes qui se détestent sans savoir pourquoi. Et peut-être, juste peut-être, cette histoire les aidera à comprendre que la haine n'est que le commencement et l'amour, le vrai amour, est pour toujours.